Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Tout de suite, les titres. Troisième jour ce dimanche du Salon international du tourisme d'Abidjan 2018. Le CITA, c'est 5 jours d'exposition avec plus de 15 pays invités et plus de 60 000 visiteurs par jour, avec en vedette les sites touristiques phares de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est à l'école de la Tanzanie pour s'inspirer du modèle d'intégration des jeunes diplômés dans l'agriculture. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a visité sur place plusieurs centres spécialisés. Le Grand Prix Ivoire récompense les meilleurs humoristes ivoiriens. La première édition a consacré l'artiste humoriste Joël comme lauréat 2017. Ce sont en tout une quinzaine de distinctions qui ont été décernées avec des prix d'honneur pour les précurseurs. Et puis les élections législatives au Liban. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, les Libanais vivant à l'étranger ont participé au vote vendredi et ce dimanche. Les électeurs du Liban, eux, sont appelés aux urnes le 6 mai prochain. Merci de nous suivre sur RTI 1, aujourd'hui dimanche 29 avril. Le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA 2018, s'est ouvert le 27 avril dernier. C'est la troisième journée ce dimanche et pour la seule journée d'hier, plus de 60 000 visiteurs ont été enregistrés. Patricia Omouetia. Événement prestigieux au statut international, le CITA offre à ses partenaires une reconnaissance et un rayonnement unique, ainsi que la garantie de réaliser des chiffres d'affaires. Nous venons au CITA pour une visibilité et surtout pour montrer notre savoir-faire et faire en sorte que les pagnes de la Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité et surtout la qualité acquise, soient vraiment mis au service et à la connaissance de la population ivoirienne et même d'ailleurs. On a une offre épargne voyage qu'on vient d'initier. On a des colonies de vacances, on a des packages pour les circuits touristiques et autres. Chaque année, d'une année à une autre, nous apportons des innovations dans nos structures, l'ensemble de nos structures, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans la formation à l'école hôtelière. Le CITA, c'est aussi 60 000 visiteurs, des rencontres entre professionnels, 60 animations et activités et plus de 15 pays invités. Pour le commissaire général du CITA, c'est environ 200 exposants avec des stands plus grands, 100 à 150 mètres carrés. Les opérateurs ont pris 100 mètres carrés, 30 mètres carrés, donc ça diminue effectivement le nombre d'opérateurs, mais c'est l'espace et la qualité aujourd'hui de la construction des stands. Chacun veut présenter, donc on devient de plus en plus fort. Et puis ce sont les pays présents, 15 pays, et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, la Chine a intégré ce mouvement du CITA, se faire connaître. Maintenant, il faut fidéliser la date, rester sur la date en intégrant le 1er mai. Ça, pour nous, c'est très important. Avec plus de 60 000 visiteurs, la Société des transports abidjanais Sotra n'est pas restée en marge du CITA. Plusieurs points de ramassage ont été identifiés pour permettre aux populations de rallier le site. Avec 45 000 visiteurs l'année dernière, l'édition 2018 du Salon international du tourisme d'Abidjan s'est renforcée avec des professionnels nationaux et internationaux. À Guédikpo, village du département de Sassandra, le centre civique d'action pour le développement est désormais opérationnel. Cela grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'UNICEF. 150 enfants en conflit avec la loi vont bénéficier durant 9 mois de formation civique et citoyenne et apprendre un métier. Sam Conan. Je suis très heureux parce que c'est ma première fois de m'asseoir auprès des autorités comme ça. Et je vais m'asseoir encore avec le président de la République auprès de moi pour ne plus être un enfant de la rue. Ce jeune homme n'a certainement jamais imaginé partager un repas avec des autorités du pays, lui qui mangeait dans la rue. Aujourd'hui, grâce au Centre civique d'action pour le développement, c'est chose faite. Et comme lui, ces 150 enfants en conflit avec la loi et qui ont saisi la main tendue du gouvernement se retrouvent au Centre civique d'action pour le développement des Guédikpo dans le département de Sassandra. Après celui des Bembresso, inauguré en décembre 2017, ce second centre vient d'être mis à la disposition de ses pensionnaires. Si l'État détient des instruments sécuritaires pour traiter les conséquences de la vulnérabilité et de la radicalisation des jeunes, il privilégie également les actions de prévention. C'est à cette fin
que répond la mise en service du service d'action pour le développement de Guédipo. La cérémonie d'inauguration de ce centre vient ainsi confirmer la volonté du gouvernement de trouver une solution durable aux questions de vulnérabilité et de civisme de sa jeunesse. Les partenaires au développement que sont l'UNICEF et l'Union européenne saluent l'engagement du gouvernement. Lutter efficacement contre l'incivisme et la marginalisation des jeunes et accélérer l'insertion sociale et professionnelle. L'emploi des jeunes est une priorité de ce pays. Le président Ouattara l'a rappelé maintes fois et aussi d'ailleurs le chef du gouvernement et le vice-président. Alors je pense qu'en premier lieu, il faut insister sur la qualité des formations professionnelles qui vont être proposées aux jeunes et aussi, c'est tout aussi important que ces formations soient en adéquation avec le marché de l'emploi local. Durant 9 mois, ces pensionnaires bénéficieront des formations en élevage de poulets traditionnels améliorés, d'élevage des porcs, des techniques de culture hors sol, de culture maraîchère, de transformation des produits agricoles, d'artisanat, de réparation des réfrigérateurs et de transformation des poissons et des produits halieutiques. Ils recevront également une formation civique et citoyenne et une formation en alphabétisation ou une remise à niveau scolaire. Un kit d'accompagnement et d'insertion leur sera donné à la fin de la formation. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique ne ménage aucun effort quand il s'agit de la lutte contre le chômage des jeunes. Sidi Tiemoko Touré s'est rendu en Tanzanie pour s'inspirer du modèle d'intégration des jeunes diplômés dans l'agriculture, un des domaines d'activité capable d'absorber un plus grand nombre de sans-emploi. Envoyé spécial Walter Amadou Ouattara. Dans la suite logique de la 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi, tenue du 10 au 13 avril dernier, dont les thèmes principaux étaient l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que les technologies et innovations pour les jeunes dans l'agri-business. Sidi Tiemoko Touré multiplie les actions pour exploiter davantage les opportunités d'emploi dans ce secteur. C'est connu de tous, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Selon la FAO, l'agriculture occupe plus de 60% de la population active du pays et contribue de 30 à 35% au PIB ivoirien. Et le ministre compte bien en profiter. Ici en Tanzanie, précisément à Dar es Salaam, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a cherché à comprendre le modèle d'intégration des jeunes dans le secteur agricole. Il a visité le centre de Kwembe, spécialisé dans la transformation du manioc, également dans la pisciculture et la cuniculture. Particularité de ce centre, il est exploité par des jeunes diplômés dans des domaines autres que l'agriculture. On y trouve par exemple des statisticiens, des gestionnaires en marketing et commerce. Ces jeunes affirment aimer ce qu'ils exercent comme travail. Pour eux, la jeunesse africaine doit changer de mentalité afin de se prendre en charge. Les jeunes aspirent à avoir du travail au bureau, alors que si l'environnement institutionnel est propice pour encadrer la jeunesse, elle se sentira plus confiante à embarquer sur l'option de l'agriculture comme secteur d'emploi. Dans notre cas, nous avons bénéficié de l'appui technique de l'IITA avec une formation de print. Cette formation nous permet non seulement de produire, mais plus important, bénéficier de la chaîne de valeur allant de la production à la transformation et la commercialisation. Cette modernisation de l'agriculture est attrayante pour nous. Ce centre est géré par l'Institut international de l'agriculture tropicale, IITA, de Tanzanie. Pour ses responsables, c'est une belle expérience. En plus de l'encadrement technique, mon institution met à la disposition des jeunes notre focus premier, qui est de s'assurer de la détermination mentale de nos jeunes. Certes, notre objectif est de faire de ces jeunes des agriculteurs riches, mais le plus important est le côté innovant de la chaîne des valeurs. Le ministre Sidi Touré dit avoir pris bonne note de tout ce qu'il a entendu et vu lors de la présente émission d'imprégnation. L'agriculture est un fort potentiel de création d'emplois
dans nos différents pays et il était bon que nous puissions voir les différents potentiels tels que cela peut exister dans les chaînes de valeur. Et ici, sur le centre de IITA, nous avons vu ce que la chaîne de valeur peut offrir en termes d'opportunités. Nous sommes contents d'avoir effectué cette visite et nous sommes fiers de ces jeunes qui savent se prendre en main et qui produisent pour pouvoir nourrir leur pays. Donc nos jeunes Ivoiriens produisent pour pouvoir nourrir la Côte d'Ivoire. Avant cette visite de Kwembe, le ministre ivoirien et son conseil technique se sont fait expliquer le mode de fonctionnement de l'IITA de Tanzanie. C'est un centre de recherche et d'innovation et d'encadrement agricole. Une visite du dit centre a permis à la délégation ivoirienne de voir de plus près les équipements ultramodernes et leur productivité. L'Association ivoirienne des sciences agronomiques travaille à adapter l'agriculture au changement climatique. 15 recommandations ont sanctionné les travaux des 8e assises tenues à Korogo. Les conclusions ont été regroupées en 10 idées-projets à mettre en œuvre pour le développement de l'agriculture ivoirienne. Léon Pro. 3 jours d'échanges et de réflexion en plénière, en atelier et sur le terrain, puis 15 recommandations à destination de 4 entités, chercheurs, gouvernements, autorités administratives et communautés locales. Des recommandations déclinées en idées-projets, à savoir réalisation de fermes en pilote irriguées, création de réservoirs d'eau, optimisation des méthodes de conservation, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Bref, 10 idées-projets à développer en synergie. L'idée-projet le plus important, c'est faire en sorte que les paysans s'approprient des résultats de nos travaux de recherche pour pouvoir donc avoir la possibilité de se battre contre le changement climatique. Objectif, adapter l'agriculture au changement climatique. L'AISA n'entend pas pour autant avoir décelé toute la panacée, mais fonde l'espoir d'y parvenir, encore que les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture se disent déjà engagés dans le suivi des recommandations. Les chercheurs, ils font ce qu'on appelle un catalogue de toutes les variétés qu'ils ont pu, sur le plan scientifique, déjà conçues et qui peuvent contribuer justement à l'amélioration variétale. Donc ce catalogue, il envoie à notre ministère pour être validé, être homologué. Ça aussi, ça va déjà régler dès la semaine prochaine. Et les idées projets, il y a des actions à mener à court, à moyen et à long terme. Pour le gouvernement, toujours selon le ministère de l'Agriculture, il s'agit de préserver au secteur agricole son lustre de moteur de l'économie ivoirienne. C'est pourquoi des réponses immédiates ont été apportées aux recommandations des scientifiques. Deuxième forum des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Le thème retenu, les femmes travaillant ensemble pour l'Afrique que nous souhaitons, de l'engagement d'action. L'objectif général du forum est d'établir et de rendre opérationnel le réseau. Mamadou Kouassi et Herman Guivet. Et si la transformation de l'Afrique passait par les femmes leaders du continent s'y engagent. Réunies à Addis Abeba au siège de l'Union africaine durant 3 jours, elles définissent des secteurs prioritaires où elles doivent axer leurs actions. C'est le deuxième forum des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre ivoirienne de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La crédibilité de notre réseau dépendra du nombre de femmes que nous serons inspirées. Cette crédibilité dépendra également des chefs d'État et des décideurs qui s'engageront à nos côtés. Elle dépendra également des actions concrètes que nous allons mener pour transformer notre Afrique. Traduire des promesses en action, le réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique lance une initiative louable, celle de réunir un fonds pour parvenir à leur autonomisation. Il nous faut passer à l'action pour l'autonomisation économique et financière de la femme. C'est pourquoi je renouvelle mon soutien à l'initiative du réseau de lancer un fonds, que cet effort devra être validé par les instances compétentes de l'Union africaine le moment venu.
La Côte d'Ivoire est le deuxième pays à lancer le réseau des femmes leaders africaines pour galvaniser un mouvement de femmes leaders pour qu'elles jouent un rôle important dans la transformation de l'Afrique par le biais de l'agenda Afrique 2063 et des objectifs de développement durable 2030. La Côte d'Ivoire fait le bilan de sa participation au Salon du bâtiment de Paris qui s'est tenu en novembre 2017. Le pays a noué des partenariats et fait la promotion de sa politique immobilière basée sur l'adaptation à la nouvelle donne mondiale qui met notamment l'accent sur les produits locaux. Franck Quadio. En 2011, le premier rapport du PND évoquait un déficit de 400 000 logements, ce qui revenait à construire 40 000 logements, dont 20 000 par an dans le seul Abidjan. La présence de la Côte d'Ivoire à Paris en 2017 pour le Salon du bâtiment, et cela pour la 4e fois consécutive, est dans la dynamique donc de soutenir la reconstruction du pays et la relance des activités dans le secteur du bâtiment. Le monde entier demande à ce que nous construisions en tenant compte de l'environnement de l'être humain avec le changement climatique. Et donc, à Bâtiment, nous avons pu identifier des solutions. Il est donc question qu'on se retrouve pour présenter ce qu'on a pu faire comme travail et voir que ce qu'on peut faire de résultats obtenus. Avec 3 participations institutionnelles pour le positionnement du pays, le secteur privé s'approprie l'édition 2017 et l'objectif est l'adéquation au modèle résistant aux affres du changement climatique, la promotion des produits locaux donc, le bois, la pierre, entre autres. En Côte d'Ivoire, nous sommes tous habitués à voir les parpaings, ou bien ce qu'on appelle les agglos. Et aujourd'hui, il y a autre forme de technologie de construction, à savoir les préfabriqués, les panneaux. Mais il reste entendu que c'est une nouvelle technologie et il faudrait pouvoir amener les Ivoiriens à accepter ces nouvelles technologies. Bilan alors satisfaisant, plusieurs rencontres et partenariats tissés. Satisfait aussi du représentant de la tutelle, le ministère de la Construction, mais surtout la remise de 11 diplômes d'honneur et de participation aux partenaires et membres de la délégation ivoirienne à Paris. La 32e édition du Mondial du bâtiment aura lieu en 2019. Le concept Vision Zéro pour la sécurité, la santé et le bien-être du travailleur, c'est une campagne mondiale pilotée par la Côte d'Ivoire pour la zone Afrique. Nous en avons parlé dans le magazine de ce dimanche 13h avec le directeur général de la CNPS, structure chargée de la mise en œuvre du concept en Côte d'Ivoire. Un extrait de l'entretien. Vision Zéro, c'est une stratégie, c'est un processus, c'est une nouvelle façon de faire de la prévention. Il y a la façon classique, c'est laquelle? Aujourd'hui, nous avons un code du travail dans lequel il y a un ensemble de mesures de prévention, de santé et sécurité au travail que les employeurs doivent appliquer. Et ces mesures sont contrôlées par l'inspection du travail, par la CNPS. C'est vécu comme une contrainte. Qu'est-ce que Vision Zéro a mis en place comme stratégie? Vision Zéro dit que l'homme est au centre de l'activité économique, au centre de l'entreprise. L'homme, c'est un bien qui n'est pas négociable. Ensuite, que les accidents, ce n'est pas une fatalité. Le paradigme change entre faire des choses sous forme de contraintes et faire des choses parce qu'on s'est approprié le concept. Et donc, il y a le leadership qui est la première règle d'or. Et la deuxième règle d'or, lorsque vous vous êtes approprié, vous allez faire le diagnostic de votre environnement en termes de danger que ça représente. Et une fois ce diagnostic fait, vous allez mettre en place un ensemble de programmes d'action pour pouvoir éliminer les risques. Et le dernier élément, c'est la responsabilisation du travailleur. Puisqu'on a dit le leadership, c'est la responsabilisation et la prise de conscience de l'employeur. On termine avec la responsabilisation du travailleur qui doit savoir qu'il y a un comportement qui peut être dangereux. Par exemple, il ne doit pas boire de l'alcool sur le lieu du travail, sinon il risque de s'endormir. Dans l'actualité politique, le congrès extraordinaire du Parti ivoirien des travailleurs PIT ce 29 avril. Plus de 3000 congressistes se sont réunis pour l'examen des textes fondateurs du parti unifié RHDP, Ahmed Traoré et Herman Guivé. Le Parti ivoirien des travailleurs
s'engage à soutenir toutes les démarches qui aboutissent à la création du Parti unifié RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La commission chargée de statuer sur les textes du Parti unifié, composé de 50 membres, donne mandat au Parti ivoirien des travailleurs d'adhérer au Parti unifié RHDP. Une position du PIT saluée par son président, Joseph Seka Seka. À l'issue du congrès, les congressistes à l'unanimité ont décidé d'endosser les textes du fondateur du Parti unifié RHDP et donc de poursuivre le processus d'évolution vers ce parti unifié. Les premières actions que nous devons mener sur le terrain, c'est d'abord de porter la bonne nouvelle à nos militants qui n'ont pas pu venir, afin qu'eux aussi endossent ces résolutions, endossent les textes fondateurs du RHDP, et puis ensemble avec les autres partis membres du RHDP, œuvrer à ce que la cohésion que nous observons au niveau des directions puisse se retrouver dans les bases et que, partant des bases, on puisse avoir déjà l'unification pour faciliter l'évolution vers le parti unifié. Faire du RHDP un parti politique, vision donc partagée par le Parti ivoirien des travailleurs au terme de ce congrès. Le Parti ivoirien des travailleurs, soutenu par ses alliés, les partis membres du RHDP. Nous sommes donc venus soutenir le président Seka Seka, lui montrer toute la solidarité de la grande famille. Vous avez vu la forte délégation des partis. C'est dire que le RHDP, comme il a dit d'ailleurs, aujourd'hui on est dans un tournant historique de ceux qui sont pour l'union de la Côte d'Ivoire. Le RHDP unifié est l'expression d'une Côte d'Ivoire rassemblée, unie, forte. L'examen des textes fondateurs du Parti unifié RHDP, c'est le thème autour duquel s'est tenu ce congrès extraordinaire du parti. Des missions prendront d'assaut le pays pour la remobilisation des militants du Parti ivoirien des travailleurs. Les écrivains Bernard Dadier et Charles Nocan, deux pères de la littérature ivoirienne, ont présenté leurs dernières œuvres. Des écrits qui entremêlent les genres tout en gardant vivace l'essence du combat pour les libertés. Franck Wadio était à la cérémonie de dédicace commune. La main est encore alerte à 82 ans bien sonnés. Charles Nocan dédicace sa dernière œuvre, Le poids de la faute, un recueil Nzassa, un fourre-tout, car les sans cohabiter récits, contes et nouvelles. La nouvelle, un genre qu'il aborde d'ailleurs pour la première fois. Comme entre le roman et la nouvelle, il y a une différence, mais elle n'est pas très grande. J'ai pensé utiliser la nouvelle. Et de même que le récit aussi, qui est quand même souvent raconte une histoire, mais une histoire qui n'est pas romancée. L'auteur de Violent était le vent, 1966, bien qu'affaibli par le poids de l'âge, est toujours de la partie. Une prochaine œuvre déjà à l'étape finale pour bientôt. Et j'ai jamais voulu, je l'ai dit quelquefois, essayer d'attirer la faveur de nos anciens colonisateurs. Ce qui m'intéressait, moi, c'est que nous, Africains, nous puissions comprendre ce que je voulais faire et qui était une lutte par la littérature. Avec lui, un autre auteur a un partage à l'écriture comme vecteur de messages politiques, Bernard Dadier. Son œuvre escale dans le temps. Les deux œuvres ont le même éditeur. L'œuvre de Dadier est à la réalité une compilation de ses écrits parus entre 1956 et 1965 dans divers journaux et revues du monde noir. Bernard Dadier, Charles Nocan, Seydou Badian Kouyaté, Joseph Mizan-Bougini et d'autres suivront pour montrer aux jeunes gens comment écrire, comment orienter leurs écrits afin d'atteindre l'objectif. Le plus important, ce n'est pas de publier pour publier. Le plus important, c'est de publier pour communiquer une pensée. Le père absent, pour santé fragilisée, c'est le fils Aimé Dadier qui dédicace. Bernard Dadier et Charles Nocan, tous deux sont membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. L'un, né en 1916, a été ministre de la Culture en 1977 et 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire d'expression française en 1965 et 1968. L'autre, emprisonné sous Houphouët-Boigny, publie régulièrement depuis 1956.
Première édition du Grand Prix Ivoire Humeur a consacré l'artiste humoriste Joël comme lauréat 2017. Une quinzaine de prix ont été décernés avec en prime des prix d'honneur à des précurseurs tels que Adama Daiko et Bamba Bakari. Franck Adio. Joël, Grand Prix Ivoire Humour 2017. Les meilleurs humoristes de Côte d'Ivoire distingués pour leur impact sur la vitalité de cet art de la scène, surtout ces dernières années. L'humour, passion au départ, est aujourd'hui une activité. Salué par un devancier et un précurseur, Adama Daiko, prix d'honneur. Merci aux humoristes de ma génération et de ma promotion qui ont mené le combat pour que l'humour soit aujourd'hui un métier, une passion et aussi un gagne-pain pour les uns et les autres. Le prix du meilleur spectacle à Ramatoulaye, le meilleur chroniqueur à Philo, l'humour web, ça c'est quoi ça encore? La meilleure parodie Willy Dombo, la révélation président Vescaille et Maladamo, meilleur imitateur, une façon pour les initiateurs de célébrer les meilleurs du genre, un travail cependant minutieux. Le travail, voilà, le travail fourni, le contenu même, les thèmes que les gens abordent, c'est aussi ça. Parce que nous, c'est un devoir d'orientation, c'est un devoir d'encadrement, c'est un devoir de coaching aussi à l'endroit de l'humour en Côte d'Ivoire. L'humour, depuis une dizaine d'années, tient le haut du pavé. Les anciens tels Bamba Bakari sont fiers d'avoir sémé la bonne graine. Merci, je reviens, libérez-moi. Nous avons vécu des moments difficiles dans la vie. Quand tu invites une jeune fille, si tu veux voir comment elle va manger, regarde comment elle lave sa main d'abord. On vous dit à gauche, à droite, non, c'est pas un métier, toi c'est ça, tu as trouvé, tu vas faire rire les gens. Il ne faut pas écouter ça. Si tu aimes la chose, tu t'y donnes et il faut beaucoup travailler. La première qualité qui a milité en ma faveur, je pense, c'est mon staff qui a travaillé. Merci à mon metteur en scène qui m'a permis de faire une année 2017 vraiment merveilleuse. Moment particulier, la RTI, révélateur des talents, à travers ses programmes Bonjour, a été aussi primée. 2006, c'est là où on démarre l'aventure véritablement de Bonjour. Ils sont nombreux dans cette salle, s'ils peuvent s'élever, pour qu'on puisse savoir qu'effectivement, ils ont été là depuis Bonjour 2006. Le Grand Prix Ivoire Humour 2017 achevé, 2018 relèvera des innovations à bonne place, l'humour féminin qui s'affirme de plus en plus. 20h27, comme tous les dimanches, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité qui a marqué cette semaine. C'est le 7 sur 7, signé Olivier Iriebi et Herman Guivet. Sept chefs d'État étaient réunis à Luanda, la capitale angolaise, pour le sommet de la communauté de développement d'Afrique australe, qui s'est ouvert lundi dernier. Les différentes crises post-électorales et électorales en cours dans les pays comme Madagascar, le Lesotho, la République démocratique du Congo étaient les principaux sujets évoqués à ce rendez-vous. Dans un communiqué final, la SADC appelle au calme et à la retenue à Madagascar. L'ex-président mozambicain Joaquim Chissano a été désigné par ses pairs pour faciliter un dialogue national en vue de dégager un consensus. 2 prêtres et 16 fidèles ont été tués mardi dernier dans le diocèse de Makurdi au centre du Nigeria, dans l'attaque d'une église par des hommes armés. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'attaque serait liée au conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. Une mission d'enquête sur des affrontements entre les communautés Emma et Lendu en République démocratique du Congo a relevé mercredi dernier la découverte de charniers dans le territoire de Djougou, dans l'Ituri. Selon le rapport publié par la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, on dénombre au moins 263 morts, dont 91 femmes et 120 villages pillés. Des corps découverts dans 5 fosses communes, la situation est toujours tendue avec les vagues de déplacement des populations. Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi à Paris, au terme de 2 jours de travaux, les participants internationaux à la conférence portant sur le financement du terrorisme à mieux coopérer pour priver les mouvements djihadistes de fonds et de moyens d'opérer. La prochaine réunion de cette coalition aura lieu en 2019 en Australie pour avancer concrètement sur l'agenda ainsi défini.
Une rencontre historique a eu lieu vendredi dernier entre les présidents des deux Corées, Moon Jae-in pour la Corée du Sud et Kim Jong-un pour la Corée du Nord, se sont engagés lors du sommet intercoréen à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Les deux dirigeants ont démontré leur volonté d'entreprendre un nouveau départ dans la paix. Ils ont signé une déclaration commune dans laquelle les deux pays conviennent de cesser toutes leurs activités hostiles sur les surfaces terrestres, maritimes et aériennes. Ils ont exprimé leur volonté de transformer la zone démilitarisée qui sépare les deux pays en une zone de paix. Deux attaques à 2 jours d'intervalle ont fait une quarantaine de morts dans le nord-est du Mali. La première attaque qui a eu lieu dans la localité d'Anderam-Boukan aura fait 12 morts, à en croire les autorités locales. Hier samedi, 31 personnes ont été tuées dans la zone d'Infoukarétan, selon le gouverneur de Ménaka, au Mali. Pour la première fois depuis l'indépendance du Liban, les Libanais de la diaspora participent aux élections législatives. Après le vote de 12 600 Libanais inscrits dans les pays arabes, les Libanais vivant dans les autres pays du monde sont appelés à voter aujourd'hui dans leur pays de résidence. Sur le territoire national, le scrutin est prévu pour se tenir le 6 mai. Pour rappel, c'est en 2009 que la dernière législative au Liban avait eu lieu. Le mandat des parlementaires a été prorogé à 3 reprises. En Côte d'Ivoire, 2300 électeurs libanais prennent part au vote. Et en bref, pour finir, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est rentré ce dimanche de la mission qu'il a effectuée aux États-Unis dans le cadre des réunions de printemps. Pour l'accueillir, plusieurs membres du gouvernement étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et c'est tout pour ce journal. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby. Très bonne fin de soirée à tous.